Fabriquer du plastique biosourcé, est-ce que c'est possible? Bonjour et bienvenue, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Gomez, directeur de l'usine Arkema Saint-Menet. Bonjour Philippe et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, c'est un plaisir parce qu'on a une grosse usine, on peut le dire comme ça, en plein cœur de Saint-Menet, à Marseille. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on y fabrique dans cette usine. Alors effectivement, Thierry, tu as raison, cette usine, elle est là depuis très longtemps, presque 70 ans maintenant. 70 ans. Et effectivement, les gens ne savent pas trop pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'on fabrique. En fait, qu'est-ce qu'on fabrique? Finalement, c'est assez simple. La particularité de cette usine, et ce pourquoi elle est différente des autres, et ce pourquoi elle est toujours là, et ce pourquoi elle va rester là, c'est le fait que nous produisons des produits divers et variés à partir d'une huile végétale. Donc comme certains de nos concurrents, on fabrique notamment des plastiques, mais d'autres produits qui servent dans la cosmétique, la peinture, la lubrification, plein de domaines. Donc on fait la même chose qu'eux, on verra un peu différent et un peu mieux, ouais. Mais surtout que la matière première, c'est une huile végétale et pas un hydrocarbure. Donc on remplace un hydrocarbure par une huile végétale. Exact. Donc notre matière première, c'est une huile végétale, ça s'appelle l'huile de ricin, okay, ouais. Et on est les seuls au monde à faire ça. Donc il faut que les gens comprennent qu'effectivement cette usine que personne ne connaît, qui est ici en France et à Marseille, c'est la seule usine au monde qui sait faire ça, transformer de l'huile de ricin dans des plastiques et d'autres produits. Donc aucune autre entreprise ne sait fabriquer à partir de... Aucune autre entreprise que Arkema ne sait faire ça. Et c'est un savoir-faire qui est relativement compliqué, et c'est pour ça en fait qu'on est les seuls à le faire. Même si on donnait nos formules et nos secrets à tout à chacun, en fait personne n'y arriverait maintenant. C'est trop compliqué et ça demanderait un investissement trop important. D'accord. Et la particularité de nos produits, et notamment on fabrique des plastiques à partir de tout ça. Et en général, quand les gens entendent parler de plastique issus du monde bio, souvent les gens s'imaginent non mais c'est des plastiques qui sont fragiles, qui ne serviront à rien, c'est juste pour faire beau. Eh bien nos plastiques sont plus performants que les plastiques des concurrents qui eux les fabriquent en plus à partir d'hydrocarbures. Et plus performant, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Plus performant, ça veut dire que nos plastiques vont avoir des propriétés mécaniques plus efficientes. Propriétés mécaniques, c'est quoi? C'est résistant au choc, c'est élasticité, capacité de rebond, on y verra tout à l'heure, ouais. Mais aussi capacité à résister à des variations de température du style moins 10, moins 20 degrés, jusqu'à 80 degrés. Le plastique ne bouge pas. Ne bouge pas. Et donc, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Oui, à quoi on va l'utiliser? Voilà, à quoi on va l'utiliser? Ces capacités à être résistant mécaniquement et avoir plus de rebond intéressent énormément le monde du sport plutôt haute compétition. Hein? D'accord. Et ces plastiques vont se retrouver par exemple au niveau des talons, parce qu'ils vont être plus légers. Et tout le monde peut comprendre que le sport du sport haut de gamme veut avoir des baskets très légères, un vélo très léger, des lunettes très légères, un casque très léger, et nos plastiques vont rentrer là-dedans. Et le bon exemple qu'on aime à expliquer, c'est que 80% des buts qui sont marqués dans une compétition internationale type Coupe du Monde ou Championnat d'Europe, il y a des plastiques dans nos chaussures. Et c'est pareil pour l'athlétisme Jeux Olympiques. Beaucoup des baskets possédaient de nos plastiques dans les chaussures. Mais ça peut être aussi, par exemple, le sport de montagne. Le sport de montagne, je suis en bas de la montagne, il fait beau soleil, 20 degrés. Je monte en haut de la montagne, il commence à faire moins 10, moins 20. Eh ben, le plastique, il ne va pas bouger. Ce qui est crucial pour des chaussures, pour des lunettes, pour des casques. Et c'est la beauté de nos plastiques, c'est qu'ils sont effectivement plus résistants, plus efficients, et surtout, ils ne sont pas fabriqués à partir d'hydrocarbures. Et ça, c'est extrêmement important. Ouais. Donc, bien évidemment, c'est des plastiques compliqués à fabriquer. Donc, forcément, ils vont coûter plus cher parce qu'il y a besoin de beaucoup plus d'énergie au sens large. Mais nos clients nous les achètent pour ça, en fait. Parce qu'ils sont biosourcés et parce qu'ils sont plus efficients. Mais j'aimerais aussi ajouter un truc important. À la fin, ça reste des plastiques. Okay? Oui, donc, les plastiques, ça ne se jette pas dans la nature. Donc, ils ne sont pas biodégradables. Mais ils sont 100% recyclables. Hein? D'accord. Donc voilà, je dirais que le produit final est identique à nos concurrents, plus efficient, mais la grande différence, c'est la matière première en fait. La matière première, c'est pas un hydrocarbure. Et c'est pour ça que cette usine fonctionne aussi bien. Et l'intérêt de cette huile, en plus,
c'est que cette huile ne rentre pas dans le processus de fabrication alimentaire. Donc c'est pas parce qu'on va acheter plus ou moins d'huile que le prix va monter, que ça va changer le prix des aliments. L'huile de ricin, c'est pas un produit dangereux, mais c'est pas un produit alimentaire. D'accord. Oui, je crois que même qu'il faut pas en Oui, il faut manger. surtout pas l'ingérer. C'est un produit, c'est un laxatif puissant même d'ailleurs. Mais Alors- c'est un produit qui est utilisé normalement dans le monde de la cosmétique, pharmacie, pour les ongles, les cheveux, les sourcils. L'huile de ricin était plutôt utilisée pour ça. Ouais, elle l'est toujours d'ailleurs. Alors on a parlé de biosourcing, mais si on parlait un peu de décarbonation, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, Arkema? Vous êtes dans une situation donc en ville, où vous en êtes de votre décarbonation? Alors, tu as raison, effectivement, comme tous les industriels et puis toutes les entreprises en France, on se doit de décarboner. L'exigence commune, je dirais, c'est même pas une exigence gouvernementale, c'est une exigence sociétale, c'est de décarboner et beaucoup. Okay. Alors, en général, les industriels, quand ils veulent décarboner, au bout d'un moment, ils passent à l'étape de ce qu'on pourrait appeler électrification intense. Okay. Nous, on est en ville, donc le réseau, il est ce qu'il est, c'est un réseau de ville. Donc l'électrification intense, chez nous, n'est pas possible. Donc il faut qu'on trouve d'autres voies alternatives, un peu différentes de nos concurrents. La première voie qu'on a choisie, c'est le biogaz. Donc on est une usine. Et pour produire quelque chose, quoi que ce soit, finalement, il faut de l'énergie. Chez nous, on veut cuisiner, il faut de l'énergie. On veut faire quelque chose, il faut toujours de l'énergie. Nous, on utilise de l'énergie, on utilise du gaz pour produire de la vapeur qui, après, donne de l'énergie pour notre process. Comme on l'a dit, on fabrique des produits biosourcés. Donc chez nous, on a déjà un biocombustible qui est liquide, un peu l'équivalent d'un biogaz, mais liquide. Donc là, on l'avait déjà. Donc on l'utilise, forcément nous-mêmes. Et maintenant, il faut continuer à trouver d'autres idées. Donc là, maintenant, on est dans la réflexion de trouver d'autres projets qui n'impacteraient pas trop l'environnement autour, voire pas du tout d'ailleurs, et qui nous permettraient de continuer à descendre nos quotas de CO2. Mais c'est vrai que là, on a fait moins 30%, maintenant il faut trouver des idées un peu disruptives pour poursuivre ce chemin. Et l'objectif, c'est moins 50? Oui, c'est moins 50, moins 60. Oui, c'est effectivement ça. Alors, je sais aussi que vous êtes engagé dans la biodiversité. Comment est-ce que vous y êtes pris? Alors effectivement, la biodiversité, c'est tout le monde imagine ce que c'est. Tout le monde limite fantasme autour de la biodiversité. Évidemment, quand on parle de biodiversité, tout le monde s'imagine des arbres partout, plus d'usines, plus de voitures, un monde peut-être idéal pour certains, j'en sais rien en fait. Mais c'est ça que les gens s'imaginent. Et effectivement, parler de biodiversité dans une usine, ça peut paraître complètement contradictoire. Ça peut même être vu comme du greenwashing parfois en fait. Bien sûr. Et finalement, nous, on s'est rendu compte au travers d'une démarche qu'on a initiée avec une association qui s'appelle Symbiose Vallée, qui est un peu à l'origine de cette idée, en fait. C'est finalement, moi, ce que je voudrais expliquer aux gens, c'est que la biodiversité, elle est souvent déjà là, mais on ne s'en rend même pas compte, en fait. Ouais. Et c'est typiquement notre cas. Nous, en fait, on est une usine. Alors évidemment, la matière première est une matière végétale, donc ça, c'est déjà de la biodiversité à grosse échelle finalement. Mais comme on dit, on produit de l'énergie, donc forcément on va utiliser du combustible. Et comme chez nous tous, quand on utilise du combustible, forcément on génère du CO2 par exemple. Okay. Et bien nous, en fait, à côté de l'usine, il y a une forêt qui fait 3 hectares. Okay. Déjà, cette forêt, dans l'usine, peu de gens savaient que c'était à l'usine. Que ça appartenait à Arkema. Ça appartenait à l'usine, il faut être honnête. Et puis, on n'en faisait rien du tout. Parce qu'on peut rien y faire, trop proche de l'usine, et en zone 100% inondable. Okay. Donc la seule chose qu'on faisait, c'est, sur injonction des autorités, on entretenait notre forêt comme un propriétaire normal. Et donc entretenait, c'est-à-dire on coupait un peu tout. Pas les arbres, mais on coupait un petit peu tout. Et en fait, ça, c'est pas de la biodiversité, justement. Et grâce à cette association, elle nous a expliqué que Marseille, c'est Marseille. En face de l'usine, il y a le parc des Calanques. Derrière l'usine, il y a déjà du vert, avec d'autres parcs. Et il y a cette notion de couloir de biodiversité que la biodiversité exigerait que l'on ait. C'est-à-dire que cette nature qui est à côté de nous, qui est le parc des Calanques, et qui est très grand,
eh ben, cette nature devrait pouvoir circuler à travers la ville. Mmh. Et notre forêt, en fait, est un gros poumon. Et grâce à cette association, eh ben, en fait, maintenant, on exploite cette forêt différemment. On ne coupe plus, parce qu'il ne faut pas couper, en fait. Oui, on a l'impression. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, c'est le cas chez nous. Si vous avez un jardin, ben, finalement, transformer votre jardin en terrain de golf, c'est une mauvaise idée pour la biodiversité. Avoir un carré type terrain de golf, c'est joli. Ça peut être sympa. Mais par contre, il faut laisser un peu les choses sauvages. Donc grâce à cette association, maintenant, et grâce à elle, elle vient avec nous, elle entretient la forêt pour nous, et puis nous, on y participe. Et bien maintenant, on coupe très peu les choses dans la forêt, on la laisse sauvage, et on s'aperçoit maintenant que la nature reprend ses droits, et viennent des animaux, des insectes. Maintenant, on fait venir des moutons en éco-pâturage, parce que eux, les moutons, ben, peut-être, je pense, coupent mieux la forêt que feraient des humains, hein, de manière moins bestiale. Et voilà comment on fait de la biodiversité, avec quelque chose qui était déjà là. Et maintenant, on voit la nature, et finalement, cette nature qui reprend un peu ses droits, c'est assez rapide en fait. Il ne faut pas attendre 10-15 ans. En 2, 3, 4 ans, on la voit arriver. Et là, grâce à cette association, ben, on fait du repérage de biodiversité, d'insectes, d'animaux. Et on espère que grâce à cette forêt que l'on va maintenir différemment, eh ben, ça aidera la ville, la métropole et cette association à créer ce couloir que l'on veut créer entre le parc des Calanques et finalement les montagnes en face de l'autre côté. Et voilà comment on fait de la biodiversité en fait finalement. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Avec Axel Frick. Ouais. Philippe Gomez, merci pour cet éclairage. Je retiens qu'en fait 80% des buts de la Coupe du Monde sont passés dans cette usine et donc à Marseille. Bravo pour tout ça et bravo pour cet éclairage. Chers amis, je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine.